Ici, podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode d'Ici Podcast. Aujourd'hui, nous recevons une illustratrice de renom, de grande qualité. Nous recevons Magali Villeneuve. Bonjour Magali, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien et puis je suis très contente de participer à ce podcast. Alors Magali, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je suis illustratrice de l'imaginaire, c'est comme ça que je peux m'intituler. Et je suis illustratrice depuis 15 ans maintenant. Donc j'exerce dans le domaine du jeu de cartes, mais aussi des jeux de rôle. Parfois, ça m'est arrivé des jeux de société également. Mais j'illustre aussi pour l'édition de livres, des magazines, des choses comme ça. En parlant d'imaginaire, comment on se lance en tant qu'illustratrice et votre choix de la fantaisie ? J'ai toujours bien aimé les domaines de l'imaginaire, mais tout de même, pendant très très longtemps, moi j'étais plus attirée, que ce soit en termes de littérature ou de cinéma, par les styles plus classiques. Ce n'est que sur le tard finalement que j'ai rencontré mon premier livre de fantaisie. Mais quand je vous dis sur le tard, j'avais 18-19 ans quand j'ai ouvert mon premier livre de fantaisie et c'était sur recommandation d'une amie qui m'a recommandé la saga de fantaisie La Roue du Temps de Robert Jordan, qui est quand même un grand classique du genre. Et pour moi, ça a été en plus une découverte, il fallait bien le dire, une grande révélation. Et c'est un peu ce qui a vraiment ouvert la voie à ma vocation de travailler comme illustratrice. Enfin, ça, c'était déjà le cas avant, je voulais déjà faire du dessin, mais là, ça a affiné un petit peu mon idée et j'ai, grâce à ce livre, voulu devenir illustratrice pour les livres des domaines de l'imaginaire. Alors après, évidemment, ça s'est pas fait tout seul, ça a mis du temps. A fortiori parce que je suis totalement autodidacte. J'ai dû vraiment tout apprendre par moi-même. Le dessin, de la partie la plus académique jusqu'au fait de forger mon propre style. J'ai dû le faire toute seule. Comment tu commences les étapes d'information ? Le contenu didactique, comment tu l'as retrouvé ? Est-ce que tu as pris des livres ? Est-ce que tu as été voir des gens ? D'abord, j'ai beaucoup copié les artistes que j'aimais. C'est-à-dire que je pouvais prendre des films d'animation que j'aimais. J'étais très fan de Disney ou encore des dessinateurs de bandes dessinées, de comics, même des peintres, puisque j'aimais aussi beaucoup la peinture classique et c'est toujours le cas. Ça reste une des grandes influences pour moi. Et donc, je recopiais ça. On apprend énormément en copiant. De toute façon, on n'est jamais que les héritiers de ce qui nous a précédés. Donc ça a été une grande partie de mon apprentissage. Et puis aussi, je me suis acheté des livres d'anatomie, des livres comment dessiner les portraits et des choses assez classiques, ce que vous pouvez trouver dans vos librairies au rayon Beaux-Arts si vous voulez vous initier. Ça n'allait pas plus loin que ça. Mais après, voilà, ce qui a fait la différence, c'est que j'étais une acharnée. Donc je dessinais tout le temps et je dessinais beaucoup. Je suis partie de rien, sans aucun contact, je ne connaissais personne dans le milieu et je me suis lancée comme ça. J'ai fait mon premier portfolio que j'ai envoyé. Alors, par contre, je ne connaissais pas le milieu, mais j'étais réaliste et méthodique. J'ai d'abord envoyé mon portfolio à de toutes petites maisons d'édition, mais déjà des maisons d'édition de l'imaginaire et de la micro-édition française, vraiment. Et c'est comme ça, au tout départ, si on peut dire le plus bas de l'échelle que j'ai commencé, comme ça. Et comment ça s'est passé, les premiers contacts, les premières présentations, les premières réussites, entre guillemets ? Et après, à quel moment vous avez pu devenir une illustratrice aussi renommée dans l'univers Magic et Star Wars ? Au départ, donc voilà, j'envoie mon premier portfolio à des petites maisons d'édition et assez vite, malgré tout, j'ai des premiers contrats. Alors, bravo. Contrat, ça semble mirobolant, mais ce n'était rien. C'était à peine payé, mais je ne voulais pas m'arrêter à ça. Pour moi, c'était, si possible, un début, tout petit pas après l'autre. D'abord la toute petite édition, et puis après, un petit peu plus, et puis, etc., etc. Mais ensuite, au bout de 3-4 ans, mon style évoluait quand même, parce que je continuais à bosser pour m'améliorer. Et un jour, en fait, j'étais à la Fnac, je suis tombée sur un artbook, un livre illustré en quelque sorte, de la licence du Trône de Fer. Ça, je pense que ça peut parler à pas mal de gens, puisqu'il y a quand même eu une série à grand succès sur HBO, Trône de Fer, Game of Thrones, je ne sais pas sous quel nom les gens le connaissent. Et alors, je vous dis là, je parle d'années où on était encore très loin de la série que les gens connaissent.
le livre de George Martin existait déjà depuis longtemps. Pour moi, ça faisait partie sur mon petit tableau de chasse imaginaire. Voilà, j'avais certaines licences qui me faisaient rêver, que j'espérais un jour pouvoir atteindre et travailler sur ces licences-là. Game of Thrones en faisait partie. Et donc, je regarde les illustrations, je me dis, mais il y en a certaines, je les trouvais pas si loin de ce que je faisais en termes de style. Donc, j'approfondis un petit peu et je regarde les crédits à la fin du livre pour voir d'où émanaient ces illustrations, parce que j'avais bien compris qu'elles avaient été publiées ailleurs, elles n'avaient pas été faites pour ce livre-là. Et je vois un éditeur, Fantasy Flight Games, donc éditeur de jeux américain en l'occurrence, et j'apprends que une grande partie de ces illustrations-là étaient en fait publiées dans un jeu de cartes chez Fantasy Flight Games aux États-Unis. Et là, je me dis, bon, bah, je vais me lancer, je vais envoyer un portfolio là-bas. Et ben, 24 heures après, j'étais prise pour faire ma première Incroyable. illustration et j'étais prise pour Game of Thrones en l'occurrence parce que c'était pas la seule licence qu'ils avaient. À l'époque, ils avaient déjà aussi Warhammer Invasion, ils Oui, avaient également l'Appel de Cthulhu, c'est des choses quand même culte. vachement connues, C'est vrai, c'est vrai. culte déjà. Mais moi, j'ai commencé sur Game of Thrones. Et donc, c'est vraiment ce qui a été un tournant de ma carrière, les années que j'ai passées chez Fantasy Flight Games, parce que comme ils détenaient déjà et ont ensuite acheté beaucoup de très grandes licences, moi, ça a permis vraiment de faire mes armes. Alors, d'une part, dans le milieu qui m'intéressait, moi, j'étais quand même beaucoup plus attirée par le milieu américain pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail sur le marché Oui, américain, et puis selon moi. ils étaient aussi beaucoup plus en avance sur la fantasy, vu qu'ils ont été un Ah peu oui, précurseurs aussi. Donc mais pour... même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les domaines de la fantaisie, on n'est pas le plus grand vivier pour ça. Nous, faut quand même pas, et c'est pas un défaut, mais il faut quand même pas oublier qu'à la base, en France, nous, on a une culture qui est plus ancienne et plus classique. Et on sent bien que pendant très longtemps, jusqu'à encore très récemment, et d'ailleurs, je pense que la série Game of Thrones a fait beaucoup de bien pour ça, pendant très longtemps, on réservait quand même les domaines de la fantaisie à ce qu'on appelait avec un peu de mépris les geeks ou les Exactement. adolescents un peu attardés. Enfin, c'était quand même, on avait quand même une vision extrêmement restreinte de ce que pouvait être l'imaginaire en général, que ce soit en littérature, au cinéma, etc. Et c'est vrai que bon ben moi voilà, je savais que là où les choses se passaient, là où c'était dynamique et surtout là où il y avait du travail suffisamment pour pouvoir en vivre, c'était aux États-Unis. Si j'avais dû attendre après le marché français, je suis pas sûre que j'aurais eu une carrière aussi pérenne. Ouais. Au début, vous vouliez être illustratrice. Comment ça s'est fait ces premiers liens avec la carte à jouer, C'était la Fantasy suite? Flight Games qui avait donc, ils avaient certes des jeux de plateau, mais moi j'étais essentiellement engagée sur leurs jeux de cartes. Et des jeux de cartes, ils en ont fait beaucoup et des jeux de cartes qui sont encore populaires aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai fait partie donc du groupe d'illustrateurs lorsqu'ils ont acheté les droits du Seigneur des Anneaux. J'ai fait partie du groupe d'illustrateurs qui a vraiment démarré le jeu, qui a créé le jeu visuellement et créé l'identité visuelle de ce jeu, qui est encore joué et très apprécié aujourd'hui. Je le sais pour recevoir beaucoup de retours de la part des fans, etc. Ils ont également fait un jeu de cartes Star Wars, ce qui m'a permis de faire mes premières illustrations sous la licence Star Wars. En gros, les années que j'ai passées chez Fantasy Flight Games m'ont ouvert énormément de portes dans énormément de licences qui m'intéressaient. Parce que grâce à ces jeux de cartes-là, non seulement j'ai eu accès ensuite à d'autres projets pour Game of Thrones, pour Star Wars, mais là, c'était carrément du niveau de l'édition de livres. J'ai pu faire des couvertures, j'ai pu Ah faire oui, d'accord. C'était très j'ai pu complet, quoi. Ah oui, par exemple, pour Game of Thrones, moi, ça m'a permis de me faire remarquer par l'éditeur même du Trône de Fer aux États-Unis, mais également par l'auteur du Trône de Fer, et qui m'a ensuite, par la suite, C'est la choisi classe. pour certains projets officiels. Ah oui, oui, mais c'est Là, c'est une merveilleux. belle Enfin, consécration. C'est une belle disons consécration. que je vous laisse imaginer pour quelqu'un qui a commencé comme moi, c'est-à-dire vraiment ce qui s'appelle de zéro et en total autodidacte, ce que ça peut représenter d'accéder à force de travail, parce que c'était ça, hein, à des choses comme celle-là. Et aussi, par extension donc, c'est mon expérience chez Fantasy Flight Games et sur leurs jeux qui m'a permis d'atteindre un niveau suffisant pour pouvoir prétendre à postuler chez Wizard of the Coast, qui sont donc les éditeurs du jeu de cartes Magic the Gathering.
Aujourd'hui, vous êtes suivi par énormément de gens. Vous êtes une illustratrice connue, reconnue. Qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu un petit peu l'évolution de cette pop culture? Et c'est quoi votre relation un petit peu avec les gens qui sont, entre guillemets, fans de vous? Disons que moi, d'une part, c'est vrai que je suis contente de l'évolution, même si elle est lente, mais au moins elle a lieu, de la considération qu'on peut avoir pour la fantaisie, la science-fiction, l'imaginaire, etc. En tout cas, je suis contente de voir que le public évolue, c'est-à-dire que maintenant on est très loin de ne se cantonner qu'à des adolescents, etc. Encore une fois, l'imaginaire, c'est comme pour tout, il y a de tout. Il y a en fantaisie des choses qui sont extrêmement, on va dire, mainstream, très grand public, qui volent pas très haut, si on peut le dire comme ça. Mais il y a également des choses qui pourraient, je pense, en surprendre beaucoup pour ce qui est de la richesse, de l'épaisseur, de la maturité. Il y a vraiment de tout et c'est loin d'être aussi limité que ce qu'on a pu croire pendant très longtemps. Et c'est vrai que moi, j'en veux pour preuve de voir quand je vais à la rencontre du public en convention pour faire des dédicaces, etc., le public est extrêmement varié. Il y a des gens absolument de tous les pays, c'est ce qui fait aussi le grand intérêt, parce qu'on peut voir aussi le rapport que les gens ont avec que ce soit les jeux ou les licences qu'ils aiment, et puis aussi le rapport qu'ils ont à votre travail. Et ça, c'est souvent très émouvant, parce que quand même bien dire que 99,9% du temps, ce sont des interactions extrêmement positives. Et c'est vrai que bon, là, on a un peu le résultat de nos efforts quand on voit les gens avec leurs cartes ou qui viennent faire signer des livres. C'est pareil chez Magic, c'est rigolo, il va y avoir des publics très différents qui vont aimer le jeu pour des raisons très différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple ceux qui vont être extrêmement axés sur le jeu lui-même, ses mécaniques, les tournois, etc. Et il va y avoir aussi une frange large du public qui vont beaucoup aimer ce qu'on appelle le lore, c'est-à-dire toute l'histoire qu'il y a autour de Magic. Parce que Magic, c'est pas juste un jeu, c'est une histoire qui dure depuis 30 ans, avec des personnages, avec des événements marquants, avec voilà des drames. Enfin, c'est comme une série fleuve en quelque sorte. Et des gens vont être très passionnés de ça et forcément de fait très attachés aux illustrations puisque c'est l'ancrage premier, c'est ce qui va donner l'ambiance du jeu, c'est ce qui va donner un visage au héros. Et donc les gens quand ils viennent faire signer leurs cartes, moi, j'ai vu, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses très émouvantes et qui vont parfois même plus loin qu'on le croit. Par exemple, j'ai une anecdote qui m'a beaucoup marquée parce qu'elle était très touchante. J'ai illustré pour Magic un personnage qui s'appelle Narcette. Alors, elle était un peu, comment dire, présente dans un des univers magiques, un peu culture chinoise, un peu cette ambiance-là. Et donc, c'était une héroïne, Narcette, une magicienne, enfin, puissante guerrière, spirituelle également de cet univers-là, mais qui avait la particularité d'être autiste. Et, Ah, euh, ouais. donc, c'est très intéressant, mais de toute façon, ça, c'est une chose à laquelle le Magic s'attache beaucoup. Ils veulent que ce soit le plus inclusif Exactement. Ouais, mais ils ont raison possible. aussi. Et donc, ce personnage est autiste. Et moi, il m'est arrivé pas qu'une fois, mais il y avait ce monsieur-là qui était particulièrement émouvant, qui était venu me voir pour faire signer sa carte de Narcette et qui a commencé à me parler un petit peu et à m'expliquer que sa petite fille était autiste également et qu'il voulait l'initier à Magic, puisque lui adorait Magic. Il voulait me faire signer sa carte et en profiter pour me remercier parce que Narcette est dans les illustrations où je l'ai faite, c'est normal, très belle, très puissante, très imposante, très gracieuse. Et il me disait, je vous remercie parce que ça me permet de montrer à ma petite fille qu'on peut avoir la particularité qu'elle a et être puissante, être forte, être belle. Et ça, c'est très, très émouvant. Aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans maintenant que je travaille pour Magic. Et c'est vraiment un des grands amours de ma carrière, cette licence, parce que il se passe quelque chose. Alors, en tant qu'illustrateur, c'est
très intéressant. Alors, c'est très intense de travailler pour Magic, Bien sûr. mais c'est aussi très intéressant, c'est très riche. On ne s'ennuie jamais parce que ça change tout le temps et puis il y a des défis. Mais il y a aussi, et ça c'est tellement important, il y a ce public de Magic qui est, je crois, le public le plus attachant que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. En parlant de public attachant, de tous ces gens qui vous aiment beaucoup, que vous voyez en convention, moi j'avais une question. Comment ça se passe un petit peu le fait d'être une femme dans un milieu aussi masculin? Est-ce que dans votre façon d'illustrer des personnages, on vous a donné que des personnages féminins? Et qu'est-ce que vous pensez un petit peu? Parce que moi c'est vrai que quand je pense à un personnage de fantasy, moi je pense à une très très belle dame, prête au combat, mais en sous-vêtements. Voilà, et c'est pas la meilleure armure pour combattre. Avoir votre avis dessus, ce serait, je pense, très très intéressant. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est un axe qui préoccupe beaucoup l'industrie aujourd'hui, hein. On peut le voir, ne serait-ce que dans les grands blockbusters américains, par exemple, qu'il y a vraiment une volonté, plus ou moins subtile, mais volonté quand même, de mettre les femmes, puisqu'on parle de ça, sur le devant de la scène d'une façon qui va différer de ce que ça a été pendant quand même très longtemps. Là, on parle surtout des domaines de l'imaginaire où c'est vrai qu'encore aujourd'hui reste très ancrée l'imagerie qui en fait est née dans les années 80-90 de l'heroic fantasy et de la femme dans l'heroic fantasy qui va être plus un faire-valoir au gros barbare déjà. Limite à un fantasme, j'ai l'impression. Oui, mais oui, un fantasme et qui va être, comme vous l'avez souligné, souvent prête au combat d'une façon fort peu pratique et qui, en gros, limite son espérance de vie à 5 minutes hein, sur le champ de bataille. En parce tant que qu'armure, c'est nul. Voilà, c'est pas avec un petit bikini de côte de maille qu'on risque d'aller très loin. Donc cet axe de la représentation de la femme, on va dire, dans le domaine de l'imaginaire, est finalement quelque chose qui a grandi avec moi dans ma carrière, on va dire, parce que quand je me suis lancée dans le milieu, j'ai même pas réfléchi que j'étais une femme ou pas. Enfin, moi, je voulais faire ce métier. J'ai découvert très vite que lorsque vous êtes une femme dans le milieu de la fantaisie, de l'imaginaire, par défaut, on va vous catégoriser dans la petite boîte de ah ben elle doit faire des fées, des licornes et des petits chats. Et moi, très vite, de toute façon, j'ai aussi manœuvré dans ma carrière de sorte à ne pas me laisser enfermer là-dedans pour la bonne et simple raison que ce n'était absolument pas ce qui me plaisait. Moi, j'étais attirée par des licences beaucoup plus ouvertes que ça, moins cloisonnées que ça. Alors, ça s'est amélioré hein, ces dernières années, mais moi, j'ai quand même exercé pendant de longues années dans un milieu qui était un peu trusté par les illustrateurs masculins. Les plus connus, c'était des hommes, les références, c'était des hommes. Et même encore aujourd'hui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que une seule fois dans toutes les conventions que j'ai pu faire, je me suis retrouvée avec des collègues féminines. Je parle de D'accord. Magic, là, hein, par exemple. Alors, chez Magic, il y a de plus en plus d'illustratrices femmes, mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de directrices artistiques femmes, peut-être, ou que de toute façon, le milieu change. Je pense que les femmes s'autorisent beaucoup plus à se dire, bon, ben, moi aussi, je peux être illustratrice dans ces domaines-là. Mais surtout que Mais vous, quand vous aviez commencé, juste pour que les auditeurs comprennent bien, le milieu était de niche. Donc, c'est-à-dire, Ah oui, vous étiez oui. avant-gardiste quand même aussi. C'est pour ça qu'il y avait aussi peu, encore moins de femmes, je pense, que sur. Ah oui, il y en avait encore moins, oui. Oui, oui. Quand vous êtes une femme dans un milieu qui est a priori très masculin, d'une façon ou d'une autre, votre expérience n'est pas la même, et d'une façon ou d'une autre, il y a ce sentiment sous-jacent de, pas de devoir fournir un effort différent, mais peut-être si de devoir prouver, faire ses preuves plus longtemps avant d'être intégré totalement, oui. Et c'est rigolo parce que après, vis-à-vis du public, c'est là où ça devient amusant. Comme je vous disais, c'est très international hein, comme public. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent aujourd'hui parce que moi, sur mes réseaux sociaux, je montre mes dessins, je montre pas ma trogne, quoi. Ça Bien m'intéresse sûr. pas de me montrer moi, de parler de moi. C'est pas pour ça que je suis là. Moi, je suis là pour montrer mes dessins. Et c'est amusant parce qu'il y a encore toute une partie de mon auditoire qui pense que je suis un garçon. Ça prouve que ma production picturale n'est pas trop connotée, quoi. Pour finir cette interview, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tes inspirations
ou comment ça se passe pour la création d'une carte? Est-ce que on te donne libre création ou on essaie de t'aiguiller sur ce qu'attend un petit peu le jeu en fonction de l'événement qui va se passer? Illustrer pour un jeu de cartes, c'est quand même un exercice particulier qui est un peu différent d'une illustration de livre, par exemple. Parce que lorsqu'on dessine pour une carte Magic, il ne s'agit pas juste de faire un joli dessin pour décorer la carte. Chaque carte dans Magic a une fonction, une mécanique, ce qu'on appelle, et il faut que l'illustration, d'une façon ou d'une autre, illustre, réponde à cette mécanique. Je vais donner un exemple très basique, mais qui de fait est plus facile à comprendre. Il y a dans Magic des créatures avec différentes aptitudes. Et notamment, il y a l'aptitude du vol. Et donc, évidemment, il est nécessaire que sur l'illustration que vous allez produire, soit la créature ait des ailes lorsqu'elle est pourvue d'ailes, ou que soit on voit bien qu'elle flotte dans les airs. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est très important. Ensuite, pour Magic, il y a une autre contrainte, c'est la contrainte de la couleur. Magic se décline en 5 couleurs différentes et ces 5 couleurs vont représenter en quelque sorte un type de jeu. Vous allez avoir le jeu rouge qui va être un jeu un peu plus agressif, un peu plus guerrier. Vous allez avoir le jeu blanc pour le côté plus chevaleresque, plus bon, voilà. Enfin, tout est une question d'ambiance de jeu, de quelle est votre sensibilité également. Et il est souhaitable que lorsque, par exemple, vous illustrez une carte bleue, eh bien qu'il y ait des tons de bleu dans votre illustration. Alors, c'est pas extrêmement limité, vous n'êtes pas non plus obligé de sursaturer votre illustration en bleu, mais il faut que néanmoins, lorsqu'ensuite la carte se retrouve dans son cadre, et le cadre, vous l'imaginez d'une carte bleue dans Magic, eh ben, il est bleu. Eh ben, c'est plus joli, plus parlant, voilà, plus harmonieux si votre carte l'est aussi. Ensuite, lorsqu'on va créer une carte pour Magic, pour vous donner vraiment l'idée de comment ça se passe, tous les mois à peu près, enfin ça se découpe en sessions de 6 semaines, on reçoit de la part de Wizard of the Coast une sollicitation où ils nous demandent systématiquement, voilà, nous allons commencer un nouveau set et nous aimerions savoir d'une part si vous êtes disponible pour travailler et d'autre part, combien de cartes vous pouvez prendre dans le délai de 6 semaines qui va nous occuper pour ce set-là. Sachant que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que toute l'année, on va recevoir des sollicitations et toute l'année, il va y avoir quelque chose à faire. Et donc, ensuite, vous répondez à votre directeur artistique et vous lui dites, voilà, dans ce délai-là, je peux faire 1, 2, 3 cartes, par exemple. Ensuite, quelques jours plus tard, vous recevez vos assignations. Ce que j'explique à chaque fois, que le public ignore souvent, c'est qu'on ne choisit pas ce qu'on fait. Lorsqu'on va nous envoyer des assignations, ce qui va beaucoup compter pour nos directeurs artistiques, c'est de nous assigner les illustrations en fonction de ce pourquoi on est particulièrement fort. C'est ce qui fait que lorsqu'on regarde l'ensemble de ma production Magic, il y a énormément d'humanoïdes, c'est-à-dire des personnages humains. Ensuite, en partant de là, il faut d'abord envoyer un crayonné qui va devoir être une première fois validé par le directeur artistique. Et ensuite, lorsque le crayonné a été validé, on va jusqu'au dessin final, qui là encore peut être sujet à quelques retouches, etc. Ensuite, c'est terminé. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'entre le moment où on dessine les cartes et le moment où les cartes sortent sur le marché, il se passe environ une bonne année. C'est ce qui fait que lorsqu'on illustre pour une société comme celle-là, on signe des clauses de confidentialité, voilà, parce que il faut qu'on soit très prudent, que ce soit dans nos échanges avec les gens, parce que croyez bien que les joueurs Magic parfois essayent de savoir des choses. Et on doit aussi, nous, voilà, avoir la discipline de ne laisser filtrer aucun indice qui pourrait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs de Magic, ils sont subtils et ils comprennent vite. Donc c'est vrai que la moindre petite allusion pourrait leur faire comprendre quel set va sortir, dans quel univers de Magic, etc. Mais ça, c'est grave pour des stratégies marketing aussi importantes non, mais même pour des joueurs, c'est pas équilibré, ils peuvent se préparer. Mais ça, c'est le côté aussi très très compétitif, mais c'est ça qui est très plaisant aussi dans ce monde entier de Magic qu'on a à chaque fois illustration et cartes.
Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup de m'avoir invité parce que je suis très fière de représenter un petit peu les artistes français dans Magic et puis aussi sur le volet plus personnel. Je suis très contente d'être sur le podcast de Issy-les-Moulineaux parce que ma grande sœur habite à Issy-les-Moulineaux. Ah non, dédicace. Donc c'est vrai que c'est un dédicace à ma sœur Christelle et puis à ma nièce Coralie et à mon neveu Rémi parce que c'est une ville de cœur pour moi parce qu'ils sont là-bas, donc je suis très contente. Et je suis sûre qu'ils m'entendront. Ah bah merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Magali sur les réseaux sociaux. De toute façon, ils seront présents dans la description du podcast. Merci Magali. Avec plaisir. On se revoit bientôt pour un prochain épisode de notre côté pour Ici Podcast. Au revoir à tous.